Cinquantenaire de l'Union africaine, tous les dirigeants du continent sont à Addis Abeba ce week-end pour célébrer l'événement. Panafricanisme et renaissance est le thème retenu. Fini l'engorgement, les travaux de la voie de raccordement du 3e pont à la route de Koulikoro sont achevés. Le ministre de l'Équipement et des Transports, le colonel Abdoulaye Koumaré, réceptionne les documents des mains de l'ambassadeur de Chine dans notre pays. Sécurisation de la 6e région, militaires maliens et burkinabés dans une patrouille mixte continuent les fouilles pour le démantèlement définitif des caches de djihadistes dans la région. Nous sommes vendredi 24 mai. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a quitté Bamako ce matin pour Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, où il prendra part au sommet de l'Union africaine, sommet qui va s'ouvrir demain. Accompagné, on le voit sur ces images, à son départ par le Premier ministre Django Sissoko, des membres du gouvernement et les corps diplomatiques accrédités dans notre pays. Le président de la République par intérim en route pour Addis Abeba en Éthiopie. Panafricanisme et renaissance, c'est le thème retenu pour le sommet de l'Union africaine qui va donc s'ouvrir demain dans la capitale éthiopienne. Ce thème coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l'organisation de l'unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine. Oumar Moussa Traoré, notre envoyé spécial, revient sur les enjeux du sommet. La célébration des 50 ans d'existence de l'OUA-UA et le thème panafricanisme et renaissance africaine donnent au continent une occasion exceptionnelle de réfléchir non seulement sur ses réalisations et ses perspectives, mais également sur les défis auxquels il continue d'être confronté en matière de sécurité, d'intégration et de développement socio-économique. Cette célébration qu'abrite l'historique siège de l'Union africaine sera également l'occasion pour les dirigeants africains de rendre hommage aux fondateurs de l'OUA en reliant le passé, le présent et l'avenir. Les gouvernants africains ne manqueront pas aussi de célébrer la liberté et la libération des pays du continent du joug des puissances coloniales avant de prôner la vision d'une Afrique unie et de préconiser l'émancipation économique du continent. Le 25 mai 2013, l'Afrique va célébrer le 50e anniversaire de la fondation de l'unité africaine, ainsi que les 10 ans de la création de l'Union africaine. L'institution panafricaine qui a remplacé l'OUA vise à promouvoir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et qui représente une force dynamique sur la scène internationale si l'on en croit ses fondateurs. C'est pourquoi les chefs d'État ont déclaré 2013 année du panafricanisme et de la renaissance africaine. Des manifestations grandioses sont programmées en marge du sommet. Elles portent sur des thématiques relatives au progrès et aux difficultés spécifiques au continent. Elles incluent également des domaines prioritaires tels que l'autonomisation des femmes, la santé, l'éducation, la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie et la sécurité alimentaire. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, prend part à ce sommet à une période charnière de l'histoire de notre pays. Nul doute que le Mali sera encore au cœur des discussions de ce 21e sommet de l'Union africaine. Restons à Addis Abeba où nous signale notre correspondant Alassane Djombélé qui nous signale que le ministre du Commerce et de l'Industrie élu depuis hier à Addis Abeba, Abdul Karim Konaté, prend part aux travaux du Forum sur la sécurisation de la renaissance africaine, rôle du secteur privé africain pour les 50 prochaines années. Le forum est organisé dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l'Union africaine. Il s'agira pour les nombreux participants de voir comment faire profiter les Africains des énormes potentialités du continent. Demain,
Samedi 25 mai sera donc célébrée la fête de l'Afrique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée donc du samedi 25 mai, journée de l'Afrique, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'était là donc un communiqué du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Préparatifs des élections présidentielles du 28 juillet prochain. Les élections, ces préparatifs se déroulent normalement. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Une réunion qui s'est tenue cet après-midi sous la présidence du Premier ministre Django Sissoko. Reportage Mamari Kone. Comment réussir de bonnes élections présidentielles le 28 juillet prochain? C'est autour de cette préoccupation que s'est tenue cette réunion du comité de suivi pour la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Nous avons parlé essentiellement de la deuxième mission principale concernant cette période de transition, à savoir l'organisation des élections. Il était nécessaire de faire le point avant de prendre un certain nombre de décisions administratives que nous allons prendre la semaine prochaine. Et nous sommes heureux de constater que les préparations se poursuivent normalement et que toutes les structures chargées de l'organisation des élections, à savoir le ministère de l'administration territoriale, la délégation générale aux élections, la CENI, que toutes ces structures sont bien avancées dans leurs travaux pour permettre d'organiser les élections dans des conditions acceptables au mois de juillet. Aussi, nous avons fait le point avec le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. Nous pensons que nous aurons les conditions sécuritaires nécessaires afin de permettre à tous les Maliens présents sur le sol national, mais aussi présents à l'étranger, de pouvoir participer pleinement aux élections de juillet. Au sortir de cette réunion, on peut affirmer que l'organisation des élections présidentielles a atteint sa vitesse de croisière. Cette fois-ci, sans le Premier ministre, l'état des préparatifs des élections de juillet prochain a été plutôt au centre de la troisième réunion de la commission de suivi de la feuille de route. Et le marquant de la réunion aura été l'absence des représentants des partis politiques. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire sur la réunion et les raisons de l'absence des partis politiques. Il est au micro de Modibo Mariko. Nous avons retenu essentiellement 3 points. Le premier point a dressé le panorama général de l'état des préparatifs des élections à tous les niveaux pour dire maintenant, aujourd'hui, nous sommes à quel niveau pour l'ensemble du dispositif de préparation des élections. Il y a aussi un deuxième exposé. En fait, c'était pour nous une simulation, parce que la simulation consistait pour la délégation générale aux élections à démontrer comment, par exemple, dans le cadre du travail des commissions d'établissement des listes électorales, comment s'effectue l'opération de transfert d'un électeur d'une liste électorale à une autre, c'est-à-dire d'une commune à une autre, d'une ambassade à une autre ou d'un consulat à une autre. Troisième point qui est quand même important parce que qui témoigne d'une volonté politique du Mali à faire voter les réfugiés qui sont au Burkina, au Niger et puis en Mauritanie. La leçon que je retiens, évidemment, je crois que le processus avance. C'est vrai qu'il y a des défis, hein, il y a des contraintes, il ne faut pas se le cacher. Et je crois que quand même nous sommes tous disposés à relever le défi. On constate effectivement qu'il n'y a pas eu suffisamment de présence au niveau des partis politiques au sein de cette commission de suivi. Je rappelle quand même que les partis politiques constituent quand même un pan très important, en fait des membres qui constituent cette commission. L'absence vraiment d'une majorité de représentation au niveau des partis politiques pourrait s'expliquer peut-être par le dispositif de convocation. Nous allons quand même tirer les enseignements pour voir dans quelle mesure on peut vraiment mettre en place un dispositif qui rassure la présence effective du maximum de partis politiques lors de réunions de cette commission. Pour être tout à fait complet dans ce dossier élection, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance des Maliens de l'extérieur que des missions de formation destinées aux représentants des missions diplomatiques et consulaires sont en cours sur les sites ci-dessous: Abidjan, Dakar, Libreville, Paris, Pékin, Riyad et Washington. Dans ces différentes villes, citent les formateurs
collaborateurs animeront des ateliers de formation sur la remise de la carte NINA, l'établissement des listes électorales par les commissions administratives et feront l'état d'avancement des préparatifs du processus électoral dans lequel notre pays est engagé. Toutes les dispositions sont déjà prises en collaboration avec nos missions diplomatiques dans les différents pays pour que ces formations se déroulent dans les meilleurs délais. Les États-Unis d'Amérique reprendront immédiatement leur coopération avec notre pays après la bonne tenue de l'élection présidentielle du mois de juillet prochain. C'est ce qu'a dit le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines lors de l'audience qu'il a accordée au président de l'Assemblée nationale par intérim. Younousi Touré boucle donc sa visite de 72 heures à Washington, une visite qu'il a jugée globalement positive eu égard aux différents entretiens qu'il a pu avoir avec les différents responsables du Congrès et de l'exécutif américain. Salif Sanogo depuis Washington, D.C. Après le gel de la coopération bilatérale, l'axe Bamako-Washington affiche désormais les couleurs du printemps, c'est-à-dire celles de la Renaissance. Younousi Touré s'en est rendu compte lors de son entretien avec le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, l'ambassadeur Donald Yamamoto, qui a donné l'assurance que les États-Unis reprendront immédiatement leur coopération avec le Mali dès la tenue des élections présidentielles auxquelles ils accordent une grande importance. Mes interlocuteurs américains m'ont dit qu'aujourd'hui, ils sont engagés aux côtés du Mali pour que le Mali retrouve la totalité, n'est-ce pas, de sa souveraineté sur son territoire et pour que la paix et la stabilité soient établies et que les autorités maliennes puissent engager, après la paix, un programme vigoureux de développement économique et social pour lequel d'ailleurs l'Amérique est prête à s'engager. De la Chambre des représentants au Sénat, du département d'État à l'Institut international des études stratégiques, sans oublier lors de la table ronde de Mali Watch, le message du président de l'Assemblée nationale par intérim n'a pas varié. Pour Younousi Touré, il faut croire au Mali, croire en son avenir, tout en l'aidant à tourner définitivement cette page douloureuse de son histoire. Et les élections à venir seront un bon baromètre. Donald Yamamoto a annoncé effectivement sa participation prochaine à des discussions au Mali, n'est-ce pas, pour le retour de la paix et de la stabilité. Et je crois qu'il est disposé à rencontrer l'ensemble des autorités, l'ensemble des parties prenantes, n'est-ce pas, à l'organisation des élections. À Washington, la cause du Mali a été défendue et entendue. Dans les semaines à venir, des actes concrets seront posés par le partenaire américain. Et c'est certainement là l'une des raisons expliquant la satisfaction de la délégation parlementaire malienne. Je vous le disais dans les titres, remise officielle ce matin au ministre de l'Équipement et des Transports de la voie de raccordement du 3e pont à la route de Koulikoro par l'ambassadeur de Chine dans notre pays. L'ouvrage a été entièrement financé par la Chine à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA. La cérémonie a été mise à profit par les deux parties pour saluer l'exemplarité de la coopération. Cheikh Oumar Sangaré. C'est un autre point qui vient d'être marqué par l'amitié chino-malienne à travers la remise de ces raccordements. Il s'agit de la continuité du projet du 3e pont de Bamako, notamment 1,6 km de voies qui relie ce pont à la route nationale numéro 27 ou route de Koulikoro. Le bitumage de cette route a pris en compte plusieurs commodités de fluidité et de sécurité de la circulation routière. Par rapport à la consistance de ces travaux, on peut noter une chaussée de 2 fois 2 voies de 3,50 m, un terre-plein central variant de 1 à 18 mètres, 2 pistes cyclables de 2 mètres chacune, des caniveaux de sections variables de part et d'autre de la route. Le financement des travaux de cet ouvrage est un don de la République de Chine, soit 3,7 milliards de francs CFA environ. Pour la partie chinoise, ces gestes traduisent la bonne santé de la coopération et de l'amitié entre les deux pays, surtout en cette période de reconstruction. Si la guerre contre les terroristes n'est pas encore terminée, la reconstruction post-conflit a été déjà commencée. Sur ce point-là, nous entendons jouer notre rôle
et y apporter notre aide tout à fait sincère et désintéressée. Avec les efforts conjugués dans nos deux pays, le grand arbre que la coopération sino-malienne va croître chaque jour davantage. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise chinoise China Gejuba Group Corporation avec 3 mois d'avance. La route appelée Boulevard des Armées part du rond-point Général Soumaré à la route de Koulikoro. Elle sera ouverte à la circulation demain matin. Fini donc l'engorgement au niveau de cette voie. Audience au Conseil économique, social et culturel, son président a reçu l'association des jeunes volontaires, des jeunes géographes pour le développement local de la plateforme des fédérations et associations nationales de la jeunesse du Mali et aussi le collectif des travailleurs des collectivités du nord du Mali. Le point de ces audiences avec Suleiman Kenza Sidibé. Le président du Conseil économique, social et culturel s'est entretenu tour à tour avec les présidents de la plateforme des fédérations et associations des jeunesses du Mali, les jeunes volontaires promotion 2013 et l'association des jeunes géographes pour le développement local. Au menu des échanges, les préoccupations de la jeunesse malienne et les élections générales que le pays s'apprête à vivre. Les jeunes ont réaffirmé leur engagement ferme à s'impliquer pour le bon déroulement des opérations électorales. Le président Jamil Bita a reçu peu après le collectif des travailleurs des collectivités du nord du Mali. Ces travailleurs sont au nombre de 700 vivant actuellement à Bamako et ils peinent à recouvrir leur dû mensuel de la part de l'État. Nous pensons que c'est une institution aujourd'hui qui peut nous appuyer dans la résolution de nos problèmes. Parce que nous, les travailleurs des collectivités du nord, depuis avril 2012, nous sommes ici à Bamako. Nous sommes à 7 mois d'arrêt de salaire. Nous ne sommes pas payés. Donc nous sommes en train de mener un combat aujourd'hui. Le combat que nous menons, c'est le combat pour sauver la dignité humaine, la dignité des chefs de famille, la dignité des travailleurs de collectivité. Enfin, la dernière personnalité reçue par le président est Noun Diakité, président de l'association des gestionnaires des ressources humaines. Son association tiendra une grande rencontre internationale au Mali courant 2014. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social pour lui présenter un peu notre association, ce que nous faisons en matière de promotion de la fonction des ressources humaines au Mali, ce que nous avons également comme rêve pour la gestion du capital humain en République du Mali. Et enfin, nous lui avons parlé de l'organisation des 18e journées africaines des gestionnaires des ressources humaines que l'Association africaine des ressources humaines a confié au Mali. S'il plaît à Dieu, en nombre de les 8e journées des ressources humaines. Donc c'est un grand défi pour notre association, c'est également un grand défi pour tout le Mali. Forum national sur l'intégrité de l'équipe et de l'inclusion dans l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement. C'est l'appellation de la rencontre qu'entendent organiser les acteurs engagés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Adama Akodjo, reportage. Handicapés préoccupent les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers pour améliorer les conditions de vie de ces couches vulnérables. WaterAid, la coalition nationale pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement avec leurs partenaires, se mobilise pour organiser à Bamako une rencontre internationale sur la question. Le forum de Bamako est prévu du 28 au 30 de ce mois. Regardez tous nos lieux publics et vous verrez qu'aucune spécificité n'est prise quant à la réalisation des infrastructures d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement qui prend en compte la spécificité de cette couche. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2011, le Mali compte 15,5% de personnes handicapées. Le forum vise à amener les pouvoirs publics du pays à prendre en compte les besoins de ces personnes dans les projets et programmes d'approvisionnement en eau, hygiène et assainissement. On ne peut pas ne pas prendre en compte la spécificité de 15,5% de la population dans un domaine qui, depuis 2010, est consacré par les Nations Unies comme un droit. L'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement
pour la mise en œuvre des recommandations du forum. Les organisateurs envisagent des actions de lobbying et de plaidoyer auprès des décideurs. La République populaire de Chine au secours des populations de la région de Koulikoro et des communes 1 et 2 du district de Bamako. La Chine vient de remettre une cinquantaine de forages équipés au bénéfice de plus de 20 000 personnes. Cette réalisation a coûté à la Chine plus de 800 millions de francs CFA. Fousseni Tunkara. Le niveau de l'amitié qui existe entre le Mali et la Chine s'intensifie. 50 forages équipés de pompes à motrices humaines viennent d'être réalisés par la République populaire de Chine au bénéfice des communes de Kati et Djoila dans la région de Koulikoro et les communes 1 et 2 du district de Bamako. D'un coût total de 800 millions de francs CFA, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Forum sur la coopération sino-africaine. Au dire de l'ambassadeur de Chine au Mali, la réalisation de ces ouvrages s'est déroulée dans un contexte particulier. Durant la construction de ces forages, on a également connu la guerre contre les terroristes dans le nord du Mali. Cependant, ces travaux n'ont jamais été suspendus et on les a enfin réalisés le 14 juillet. Ces villages de la région de Koulikoro et de 8 quartiers du district de Bamako de bénéficier de l'eau potable. Considérés comme source de la vie, ces points d'eau méritent selon le mutuaire. Je voudrais inviter solennellement les bénéficiaires à s'investir pleinement pour garantir la pérennité des ouvrages qui seront bientôt mis officiellement à leur disposition. Il leur appartiendra désormais de s'approprier ces ouvrages en assurant correctement leur entretien et leur maintenance pour leur permettre de rendre en continu les services pour lesquels ils ont été conçus et réalisés. Auparavant, un sketch relatif aux difficultés que les populations rencontraient avant la réalisation de ces ouvrages a été apprécié par l'assistance. L'actualité sur le continent, lendemain du double attentat à Agadez, à Alit. Le Niger renforce sa sécurité avec le soutien. Mokhtar affirme être l'auteur de cette vague d'attentats kamikazes au Niger. Le jour pointe à peine hier quand 3 kamikazes bardés de ceintures d'explosifs s'introduisent dans cette caserne d'Agadez. Le premier fait exploser sa charge. 2 autres, retranchés avec des otages, ont été abattus ce matin par l'armée nigérienne, appuyée par les forces spéciales françaises. Le bilan est lourd, une vingtaine de soldats tués. Quasi simultanément, à 200 km de là, à Arlit, c'est la France qui est visée. Un commando terroriste pénètre sur le site d'extraction d'uranium exploité par le groupe français Areva. Une voiture piégée explose, elle tue un employé nigérien et en blesse 13 autres. Jamais auparavant le Niger n'avait connu d'attentat kamikaze. Un homme affirme avoir piloté ces attaques. L'Algérien Mokhtar Belmokhtar, surnommé Le Borgne. Donné pour mort par le Tchad, il crée la surprise et promet de punir tous les pays qui ont soutenu l'intervention française au Mali. Des Nigériens, parce qu'ils nous avaient appuyés, soutenus, ont été lâchement assassinés. C'est une preuve supplémentaire que le combat que nous engageons contre le terrorisme est un combat dans lequel tous les pays doivent à un moment ou à un autre être partie prenante. Le Borgne aurait agi avec l'appui du Moujao, un des groupes islamistes qui avait pris le contrôle du Nord Mali. Dans la capitale, Niamey, beaucoup se demandent comment les assaillants ont pu pénétrer sur ces sites ultra surveillés, mais au fond ces attaques n'ont pas vraiment surpris. C'était prévisible. L'armée nigérienne a mis un dispositif qu'ils ont appelé Malibéro pour surveiller tout le territoire nigérien, que vous savez qui est très vaste. Mais il se trouve qu'il y a des complicités internes. À qui le tour? C'est la question que se posent maintenant tous les pays qui ont engagé des troupes au Nord Mali. Menacé de nouvelles attaques, le Niger a renforcé la sécurité sur les sites les plus sensibles.
Lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes ne baissent pas la garde. Appuyées par une section de l'opération Badenia du Burkina Faso, viennent d'effectuer une patrouille dans le Gourma. La manœuvre a permis de découvrir des munitions et d'appréhender 2 suspects qui ont, semble-t-il, collaboré avec des terroristes. Le point avec Adama Djimde. Avant les choses sérieuses, les soldats discutent sur le bac. Au moment où le premier libère ses occupants, le second accoste. Décharge à son tour, les hommes descendent tout confiants, direction Aglal, une localité située entre Tombouctou et Rarousse. À l'approche du village, le lieutenant Soussoukou donne des consignes. Ces hommes, maliens aussi bien que burkinabés, sont appuyés par la logistique. Les premiers bâtiments sont systématiquement fouillés. Alpha, vous êtes à quel niveau? Répétez communication. Les instructions sont fermes. Résultat, une caisse de munitions. Cette manœuvre répond à un souci majeur. Le but de cette opération est de sécuriser davantage la population civile. En faisant des patrouilles, fouiller les maisons. La patrouille a permis de rassurer les habitants. Pour gagner ce pari, l'armée a une seule doléance. Tout ce que je vous demande, c'est la franche collaboration avec les différentes armées que vous allez voir. Aujourd'hui, nous sommes là même avec des militaires du Burkina Faso avec qui nous travaillons très franchement. Aussi, il y a l'armée française encore à Tombouctou. Chaque fois que vous avez des informations sur la présence des djihadistes ou des forces du mal, il faut nous informer. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens pour venir vous sécuriser. Pendant que les troupes sont au sol, la couverture aérienne est assurée par 2 avions de type T qui fournissent des renseignements sur la position de l'ennemi. Le village de Aglal est situé à l'entrée de Gourma, une zone qui constitue le refuge de certains bandits armés. C'est là que les opérations militaires doivent être intensifiées pour les démasquer. Rencontre la semaine dernière entre le gouverneur de la BCEAO et le président des associations professionnelles de banques et établissements financiers de l'UEMOA. C'était au siège de la Banque centrale à Dakar. La rencontre s'inscrivait dans le cadre des échanges réguliers entre l'institution de la Banque centrale et l'association sur des sujets d'intérêt majeur dans le domaine bancaire et financier. Nyanya Aliou Traoré et Abdul Salam Bambara étaient nos envoyés spéciaux à Dakar. L'ordre du jour de cette rencontre portait sur 3 points principaux, à savoir l'évaluation préliminaire de l'impact sur le niveau des financements bancaires et investissements productifs dans l'UEMOA, les mesures additionnelles à mettre en œuvre dans les États membres de l'UEMOA et enfin les défis de perspective liés à la supervision des groupes bancaires exerçant dans l'UEMOA. La rencontre a également permis d'informer les présidents des APBF d'importants projets en cours, que l'approfondissement du marché des titres publics. À cet effet, le gouverneur a annoncé la création de l'agence UEMOA, qui est une agence qui va aider les États à mobiliser des ressources sur le marché pour financer le développement. C'est encore une structure communautaire qui sera à la disposition de tous les États. Donc chaque jour qui se fait, cette intégration se renforce et je pense que c'est pour ça que la communauté se porte bien. Au titre de l'appui offert par la BCEAO aux établissements de crédit en matière de renforcement de leurs capacités, les présidents des APBF ont été invités à sensibiliser les directeurs généraux des banques et établissements financiers sur les opportunités que leur offre la Banque centrale. Depuis pratiquement 2 à 3 ans, la tendance des taux est à la baisse. C'est un signal fort de la Banque centrale. Nous, en tant que banque sur le terrain, nous avons le devoir donc de traduire ces orientations sur le terrain pour que ça puisse profiter donc à la population. Par ailleurs, les présidents des APBF ont exprimé la nécessité de lever les contraintes à l'exercice efficace de la profession bancaire. À la matière, ils demandent plus de sécurisation de leurs droits de créanciers et l'aménagement des infrastructures nécessaires à l'expansion de leur réseau d'agences.
L'espace universitaire malien est depuis quelque temps proie à des mouvements d'étudiants. Le paiement des trousseaux et bourses, l'amélioration du processus de bancarisation des bourses, les difficultés de gestion des effectifs au niveau de certaines facultés, les problèmes d'inscription, autant de questions qui opposent le gouvernement à l'AEM. Malgré des efforts consentis par le gouvernement, la situation reste tout de même tendue. Toujours ouvert au dialogue, le gouvernement tient néanmoins à informer l'opinion nationale sur le niveau de traitement de ces doléances. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le sujet au micro de Fademba Keita. Dans une démarche partenariale, le gouvernement a entrepris des contacts avec tous les acteurs concernés par les questions scolaires et universitaires. Il demeure entendu que la bonne gestion des effectifs et l'utilisation rationnelle des ressources publiques constituent des priorités pour le gouvernement. C'est ainsi que la loi de finances 2013 prévoit des dotations budgétaires conséquentes pour le paiement des allocations financières et des aides sociales destinées aux étudiants. À la date du 23 mai 2013, le niveau de traitement des doléances est le suivant. Au titre des trousseaux de l'année universitaire 2012-2013, un montant total de 2 970 954 000 francs CFA a été engagé pour un paiement effectif de 2 429 235 000 francs CFA au profit de 78 183 étudiants réguliers enregistrés au Centre national des œuvres universitaires que nous appelons le CENU. Au titre des bourses, un engagement total de 7 532 110 000 francs CFA a été fait. Le paiement effectif se chiffre à 6 824 212 500 francs CFA pour le compte de 48 647 étudiants. Toutes les structures n'ont pas été concernées par ce traitement. Les structures qui n'ont pas été concernées par ce traitement sont la faculté de médecine et d'odontostomatologie, la faculté de pharmacie, l'Institut des sciences appliquées et certaines structures où se trouvent les étudiants de la section arabe. Cette situation est due au retard accusé dans la transmission des résultats académiques de ces structures au titre de l'année universitaire 2011-2012. Il faut rappeler que l'État a versé au titre de l'année universitaire 2011-2012 un montant total de 17 189 843 125 francs CFA pour les bourses et les trousseaux dus aux étudiants. Au titre de la bancarisation, le gouvernement et la banque partenaire ont arrêté des mesures concrètes pour permettre l'amélioration des services offerts aux étudiants. Au titre des inscriptions dans certaines facultés, le gouvernement a pris des dispositions exceptionnelles pour permettre aux étudiants inscriptibles, mais non encore inscrits, de le faire au plus tard le 1er juin 2013. Les membres du groupe consultatif national pour la microfinance étaient en conclave au ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux experts du domaine de la microfinance de prendre connaissance du contenu des études réalisées par le gouvernement. Cérémonie suivie par Abdrahman Meiga. Les membres du groupe consultatif national ont examiné et validé les résultats de l'évaluation de la stratégie nationale pour le développement de la microfinance au Mali. Cette rédaction provisoire dont il est question vient d'être soumise à l'appréciation des acteurs du secteur de la microfinance. Elle sert de feuille de route pour donner un souffle nouveau à ce secteur qui aujourd'hui détient la stratégie nationale pour le développement de la microfinance élaborée en 2008 comme document de référence. Malheureusement, cette méthode est de nos jours confrontée à plusieurs difficultés. Préoccupations qu'il convient de corriger pour favoriser l'accès du plus grand nombre de
pauvres ou des personnes à revenus faibles à ce système financier décentralisé. Une politique qui a été mise en œuvre par le gouvernement malien avec pour objectif de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Au Mali, les systèmes financiers décentralisés constituent des instruments alternatifs pour répondre aux besoins de financement des populations les plus démunies. L'hypothèse sous-jacente est qu'en permettant l'accès des pauvres au financement, on leur donne la possibilité d'entreprendre des activités génératrices de revenus et d'accéder aux services sociaux de base, toutes choses concourant à réduire leur niveau de pauvreté. La présente étude prend également en compte les difficultés nées du rétrécissement des financements accordés aux populations et aux petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas tout. À ces difficultés est venue s'ajouter la crise politico-sécuritaire qui a frappé notre pays en 2012-2013, avec comme conséquence immédiate la destruction des sièges des institutions de microfinance dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Cette réunion du groupe consultatif national constitue sans nul doute une alternative qui s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence mis en œuvre par le gouvernement pour donner une nouvelle orientation au secteur de la microfinance au Mali. Culture dans ce journal Café Jeunesse, la 7e édition a été lancée hier, organisée par la Maison de Jeunes de Bamako. Cette année, il a été couplé au démarrage de la campagne du volontariat. Pour l'édition 2013, le et place et rôle du volontariat dans le contexte de la crise. Abdul Karim Kaba. Cet espace vise à créer une synergie d'action entre les jeunes afin de contribuer au processus d'intégration à travers la communication et les échanges sur les différents mots dont souffre l'humanité en général et la jeunesse en particulier. Voilà l'objectif du Café Jeunesse. Il est organisé chaque année par la Maison des Jeunes de Bamako. Pour l'édition de 2013, la 7e a eu lieu grâce au partenariat avec le Centre national de promotion du volontariat, d'où le thème « Place et rôle du volontariat dans le contexte de la crise ». Ça nous permettra en fait déjà de mettre l'accent sur le rôle et la place du volontariat et mobiliser les jeunes à apporter une réponse ciblée aux besoins des communautés dans le cadre de la crise. Des activités de communication et de sensibilisation pour impliquer davantage les cibles potentielles que constituent les jeunes. La pluralité des acteurs, à savoir les services déconcentrés de l'État, les collectivités décentralisées, les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, donne plus de force et de crédibilité au volontariat et en synergie permettent de cheminer plus sûrement vers les résultats fixés par le gouvernement. Café Jeunesse se propose de faire partager aux participants et observateurs une vision plus juste, celle d'une jeunesse responsable et participative au développement social, culturel, économique et institutionnel. Café Jeunesse d'abord est un cadre idéal pour des échanges et pour le partage d'informations sur les questions intéressant la jeunesse. Maintenant, le couplage de cette 7e édition avec le lancement du volontariat communautaire, c'est parce que le CNPV aujourd'hui est dans une dynamique de partage d'informations, de partage de sensibilisation et de mobilisation des jeunes volontaires autour des thèmes essentiels relatifs à la crise actuelle. Au programme de cette campagne de dons de soi, entre autres déploiements des volontaires dans toutes les régions du Mali, causeries débats, des émissions radiophoniques et télévisuelles. Le lauréat du prix international de mémorisation du Saint-Coran, Abdrahman Kouma, a présenté son trophée aux autorités maliennes. Le concours a regroupé 57 pays à Khartoum, au Soudan, et la cérémonie de présentation du trophée s'est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte et de son collègue de l'enseignement. C'est lui, Abdrahman Kouma, notre compatriote, qui a eu le premier prix international de lecture de Saint-Coran à Khartoum, au Soudan. Le concours avait regroupé 57 pays à travers le monde en janvier dernier. Le jeune lauréat a présenté son trophée aux autorités maliennes au cours d'une cérémonie au ministère des Affaires religieuses et du culte. Ici, Abdrahman a dédié son trophée à sa famille. Je suis très content d'avoir remporté ce prix. C'est un prix que je dédie à toute notre famille. Je remercie aussi les autorités maliennes pour leur accompagnement.
J'invite les autres jeunes Maliens du nord au sud de prendre au sérieux tout ce qu'ils font, surtout les études. Le ministre a félicité les lauréats pour les résultats obtenus qui fait la fierté de tous les peuples maliens. Abdraman, tu as tes amis, tes enseignants, la communauté musulmane et tout le peuple malien. Tu es actuellement une référence au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Je voudrais réitérer la disponibilité de mon département à t'accompagner dans tes actions et à tout moment quand le besoin se pose. Au nom du Premier ministre, le ministre des Affaires religieuses et du culte a remis aux lauréats une enveloppe symbolique en guise d'encouragement. Sur le plan international, Abdrahman Kouman avait déjà remporté 4 autres prix de mémorisation et d'interprétation du Coran à travers le monde. Coupure d'eau et d'électricité, une situation devenue le quotidien des habitants de la capitale en cette période de grande chaleur. Et c'est pour parler de cette difficile situation que le ministre de l'Énergie et de l'Eau a animé cet après-midi une conférence de presse. Aujourd'hui, la société EDM SA connaît des difficultés relatives à la trésorerie, à la maintenance des groupes électrogènes. La situation est certes difficile, mais l'État est à pied d'œuvre pour trouver une solution rapide. Conférence de presse suivie par Mohamed Jarrah. Serein et très confiant, le ministre de l'Énergie et de l'Eau rencontre les journalistes. C'est pour évoquer une situation brûlante. Il s'agit de coupures très fréquentes d'électricité et de l'eau. Aujourd'hui, Bamako connaît un déficit d'approvisionnement d'eau de 200 000 m3. Les travaux de Missabougou, Manyambougou et Kalaba n'ont pas pu être achevés. Dès lors, les espoirs reposent sur la station de Kabala, dont le financement est bouclé. La solution définitive de l'approvisionnement de Bamako en eau, ce sera la station de Kabala. 240 000 m3. Il y a 2 mois environ, on a organisé une table ronde des bailleurs de fonds qui a permis effectivement à tous les bailleurs, et ils sont 9, qui ont fait des déclarations d'engagement sur des montants totalisant à peu près 193 milliards de francs CFA. Parlant de l'électricité, l'EDM SA, selon le ministre, est victime de la privatisation. La société connaît un sérieux problème de trésorerie. EDM SA n'est pas à mesure d'assurer la maintenance des groupes électrogènes. Puis le gel de tarifs n'a pas permis à la société de faire correctement la maintenance de ces centrales, encore moins de renforcer leurs capacités. Une situation comme ça, en prenant comme exemple la facture pétrolière de l'année 2012, elle est d'environ 72 milliards. L'interconnexion entre le Mali et certains pays voisins a été évoquée. Et à la date d'aujourd'hui, le Mali ne bénéficie plus des 30 MW de la Côte d'Ivoire. Le ministre de souligner que la fraude des consommateurs engendre une perte de plus de 6 milliards de francs CFA. À l'EDM SA. Car cela ne tienne, l'État est en train de prendre toutes les dispositions pour atténuer les souffrances des populations. Nous avons bénéficié sur les 40 milliards de subventions que l'État nous donne, nous avons bénéficié à la date d'aujourd'hui de 20 milliards. Mais les 20 autres milliards attendaient le collectif budgétaire pour être mis à disposition. Ce collectif a eu lieu. Je pense que la mise à disposition ne sera tardée. Qui nous permet, d'ailleurs, avec les 20 milliards, j'ai dit, nous avons épongé des arriérés de fournisseurs de combustible qui commencent progressivement maintenant à rétablir le circuit de réapprovisionnement de l'énergie du Mali en combustible. Parmi les mesures envisagées, l'EDM SA opte pour l'intensification du recouvrement. Et le ministre de conclure sur cette note d'espoir. Nous souhaiterions sortir de cette situation au plus vite. Et pour ces désagréments, très sincèrement, nous présentons nos excuses à tous les usagers de l'eau et de l'électricité de par le pays. Voilà, des excuses du ministre de l'Énergie et de l'Eau suite à cette pénurie d'électricité, de courant et d'eau au niveau de la capitale.
Droits de l'homme, le rapport d'Amnesty International a été rendu public hier. La cérémonie de lancement du rapport, suivie d'une conférence de presse, a eu lieu à son siège. Sur plus de 400 pages, Amnesty International dénonce des violations des droits humains de tout genre à travers le monde. Pour cette organisation, le monde devient de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants. Et pour le cas du Mali, Amnesty International a élaboré essentiellement 3 rapports sur le conflit dans le nord du pays et la crise sécuritaire et institutionnelle au niveau du sud. Reportage de Garibou Pérou. Le rapport 2013 d'Amnesty International donne sur près de 400 pages une vision détaillée de la situation des droits humains dans le monde et plus précisément dans 159 pays. Ce rapport intitulé « Un monde de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants » couvre la période de janvier à décembre 2012. Environ 1 115 000 morts ont été causés au cours de 131 conflits, 15,2 millions de déplacés et 214 millions de migrants de par le monde ne sont pas protégés. En ce qui concerne notre pays, les conflits dans le nord et la crise dans le sud ont entraîné des pertes civiles et militaires ainsi que le déplacement de plus de 400 000 personnes. Le dossier du Mali, par rapport à 2012, Amnesty a présenté 3 rapports sur le Mali. Nous avons dit qu'il y a eu des exactions par rapport à Aguelhop. Ensuite, l'utilisation d'enfants soldats par les groupes armés. Il ressort dans ce rapport que des efforts doivent être fournis à propos de l'abolition de la peine de mort au Mali. Une dizaine de peines de mort ont été prononcées mais jamais exécutées. Cela montre déjà des avancées positives vers l'abolition de la peine de mort au Mali. La justice malienne, elle fait des condamnations parce que ce n'est pas encore aboli. Amnesty est pour l'abolition pure et simple de la peine de mort. Amnesty International est une organisation indépendante créée en 1961. Elle n'est ni une organisation humanitaire ni un tribunal de juridiction, mais une organisation qui fait la promotion des droits humains, qui identifie les problèmes, qui dénonce et prévient toute forme de violation des droits humains. La Cour pénale internationale et les différents tribunaux nationaux s'appliquent généralement sous les rapports d'Amnesty International. Elle est présente au Mali depuis 1992. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir